Bonjour et bienvenue au premier épisode du tout nouveau balado Affaires d'État, des collines au tribunal, le balado des programmes de droit et politique appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke. Je suis Guillaume Rousseau, professeur de droit et directeur de ces programmes, et je suis accompagné par Michael Jeschutek. Bonjour Michael. Bonjour Guillaume, content d'être ici et bonjour à tous nos éditeurs. Aujourd'hui, nous recevons Maître Alexandre Cloutier. Maître Cloutier, c'est le président de la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire. Oui, ceux qui connaissent le balado Versus de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke auront sans doute reconnu la voix de Michael, qui est aussi un des animateurs de ce balado. Oui, en effet, le balado Versus a comme mission pour faire rayonner les auteurs et les professeurs de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Et nous avons décidé de vraiment consacrer cette mission et vraiment de concentrer sur ces auteurs-là et les professeurs de notre communauté en Estrie. Alors, voilà la création d'un nouveau balado qui s'appelle Affaires d'État, qui prend charge sur le contenu plus politique et droit. Alors, c'est quoi la mission d'Affaires d'État? Bien, une réponse, c'est où les juristes et les politologues se rencontrent. Bien, en effet, le droit et la politique sont intimement reliés, mais d'une part, le Parlement exprime sa volonté par la loi, et puis c'est aussi la loi qui structure le gouvernement dans sa régulation, comment ça se passe. Et en même temps, on a bien sûr les tribunaux qui vont gérer tout ça pour s'assurer que personne n'est au-dessus de la loi. Et donc, c'est cette intersection-là, qui fait beaucoup de conversations intéressantes. Par exemple, c'est toute une question de perspective rendue là, parce que dans le monde politique, ben, on discutera des enjeux entourant un peu la naissance d'une loi ou un projet de loi. Et pour le monde juridique, ben, dans le fond, c'est plus au niveau des contestations des lois qui nous intéressent rendu là. D'où la signification du sous-titre un peu « Des collines au tribunal ». Exactement. Et en même temps, ce sous-titre-là, ça réfère un peu beaucoup à notre programme, donc notre fameux DESS en droit et politique appliqué de l'État. Sans aller dans les détails, la première session du DESS est consacrée à un certain nombre de cours théoriques, mais rapidement, il y a des simulations autour de l'élaboration puis de l'adoption d'un projet de loi. Et la deuxième session tourne plutôt autour de un peu de cours théoriques, mais ensuite, rapidement, un procès simulé. Et au cœur de ce procès simulé-là, il y a des expertises en sciences politiques et la loi qui a été adoptée en première session devient contestée et défendue en deuxième session. Et donc, d'où le titre des collines parlementaires, puisqu'on aura des simulations parlementaires au tribunal, puisque nous aurons en deuxième session des procès simulés. Et le lien avec la balado, c'est donc qu'on reprend cet esprit-là, un esprit très droit et politique, très interdisciplinaire, et de manière encore plus précise. Donc, même si le programme comme tel, le DESS, va débuter seulement à l'automne 2022, à la direction du programme, on est déjà en train de travailler dessus. Bon, d'abord, c'est les inscriptions hiver, printemps 2022. Alors, on vous invite à aller voir notre site web. Mais aussi, on travaille parce que, comme je le disais plus tôt, ce programme-là va tourner autour de l'adoption d'un projet de loi qui, une fois devenu loi, sera contesté. Mais là, il faut choisir le sujet de ce projet de loi-là pour la première année du DESS. Et là, on a une liste avec différents sujets, on fait des recherches et tout. Et les sujets que l'on envisage possiblement de mettre au programme pour le DESS, eh bien, c'est certains de ces sujets-là dont on va discuter dans le cadre du présent balado. Et donc, figure sur cette liste est justement le sujet de la liberté académique que nous aborderons aujourd'hui avec Maître Alexandre Cloutier. Maître Cloutier a été ministre au gouvernement du Québec. Il est le président d'une commission sur la liberté académique et qui est aujourd'hui aussi vice-recteur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour, Maître Cloutier, et bienvenue à Affaires d'État. Bonjour, M. Michael. Bonjour, M. Rousseau. Bonjour.
Alors, Maître Cloutier, on vous connaît évidemment pour votre engagement politique. Je pense que les Québécois vous ont suivi pendant plusieurs années, mais j'ai envie peut-être de remonter un petit peu en arrière parce que même si votre engagement politique a commencé assez jeune, vous aviez déjà un parcours assez impressionnant avant même de faire de la politique puisque vous aviez fait des études assez poussées. Alors, j'ai peut-être envie de commencer par là, peut-être nous résumer un petit peu votre parcours académique que nos auditeurs connaissent peut-être un peu moins. D'accord, avec plaisir. Peut-être en commençant, par contre, j'aimerais préciser que je ne suis plus le président de la Commission scientifique et technique sur la reconnaissance de la liberté universitaire parce que mon mandat s'est terminé le 31 décembre dernier. Donc, je suis vice-recteur, effectivement, là, au partenariat à l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais mon mandat, c'est bel et bien terminé au mois de décembre. Mon rapport a été remis, comme vous le savez, et maintenant, on est un peu dans l'attente du gouvernement du Québec pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les suites de ce rapport. Alors, un peu comme vous, là, j'ai retrouvé mes droits de citoyen et je serai donc un témoin pour voir comment le gouvernement du Québec là, va se comporter pour la suite des choses. Mais de toute façon, ce que je comprends, c'est qu'on va y revenir un peu plus tard dans le cadre de notre conversation. Alors, si vous me demandez, mon parcours universitaire, mon parcours académique, d'abord, je suis d'abord et avant tout un gars de région. Je le suis encore. J'habite le village où je suis né. J'habite encore au moment où on se parle à Saint-Gédéon. C'est d'ailleurs de là que je vous parle en ce moment. J'ai grandi à Saint-Gédéon. Je suis allé à l'école secondaire chez moi, mais comme beaucoup de ma génération, puis beaucoup de jeunes, on avait le goût d'aller voir un peu ce qui se passait ailleurs. Et j'ai lu beaucoup dans mon enfance et surtout des biographies d'hommes et femmes politiques. Et une des constances que je remarquais souvent, c'est que les premiers ministres ou les ministres qui m'inspiraient davantage étaient presque tous diplômés d'universités internationales qui avaient réussi à tailler leur place là, dans des universités importantes, mais qui étaient aussi diplômés de plusieurs universités. Alors moi, assez jeune, je souhaitais me doter de ce défi-là. J'avais le goût de construire une carrière académique importante, de me donner un bon bagage. Alors, tout ça pour dire que je me souviens très bien d'avoir dit à ma mère quand j'avais 12-13 ans, « Maman, d'abord, il faut que j'apprenne l'anglais. Et puis, deuxièmement, il faut que j'aille faire mon cégep, un cégep qui sera difficile, qui m'apportera beaucoup. Puis, j'aimerais ça un jour étudier dans une grande université. » Alors, tout ça pour dire qu'à 14 ans, je suis allé travailler en Ontario sur une ferme pour apprendre l'anglais parce qu'il faut vous souvenir qu'un gars du lac comme moi, il faut faire un petit peu plus d'efforts pour apprendre la langue de Shakespeare parce que sinon, c'est un peu compliqué. J'ai jamais perdu mon accent par ailleurs. Là, je l'ai encore. Mon accent du lac est encore bien profond quand je parle anglais, mais au moins, je suis capable de comprendre. Alors, tout ça pour dire que j'ai appris l'anglais en Ontario. Après, je suis allé à l'île du Prince-Édouard, à l'Université de l'île du Prince-Édouard en secondaire 5. J'ai mis les bouchées doubles là, toujours pour essayer de construire une implication sociale forte. J'ai un parcours assez traditionnel aussi d'un étudiant impliqué. J'étais président d'école, par exemple, à l'école secondaire. Quand est arrivé le temps de choisir mon cégep, je voulais un parcours qui allait, encore une fois, un peu me démarquer. Alors, j'ai choisi le baccalauréat international. À l'époque, ça ne se ferait pas en région. Alors, il a fallu que je déménage à Québec. À ce moment-là, j'avais juste 16 ans. Alors, je me suis pris un appart à Québec, puis je suis parti là-bas au programme. Je trouvais ça extrêmement difficile, le programme du baccalauréat international. Je ne suis pas convaincu que j'étais super bien préparé, là. J'étais un bon élève, mais mettons que ça m'a mis au défi. C'était au séminaire de Québec. Moi, il faut comprendre que je suis un produit de l'école publique québécoise, un pur produit de l'école publique. Puis je pense qu'il y en a qui étaient un petit peu plus outillés que moi quand je suis arrivé au cégep. Tout ça pour dire que j'ai travaillé très, très, très fort au baccalauréat international au séminaire de Québec. Et c'était clair pour moi que je souhaitais à ce moment-là soit devenir avocat ou homme d'affaires, mais la politique m'a toujours profondément intéressé. Et lorsque j'étais président de l'association étudiante, on m'avait offert de participer à un programme qui s'appelait Forum pour jeunes Canadiens à Ottawa et qui m'avait mis en contact avec le programme de page parlementaire. C'est ceux essentiellement là, qui apportent des verres d'eau aux hommes et aux femmes politiques à la Chambre des communes. Alors, très jeune, je me suis dit, tiens, moi, un jour, je vais être page parlementaire. Ça tombe bien. Ça va payer mes études. Puis, en plus, je vais côtoyer le monde politique. Donc, quand j'étais au cégep, j'ai appliqué pour ce programme-là. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé en droit à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, parce que j'ai été pris comme page au Sénat.
Alors, j'ai fait ça pendant 2 ans. Il y en a qui ont l'impression que je suis jamais allé à la fac de droit. Puis c'est un peu vrai parce que j'étudiais à temps plein puis je travaillais 20-25 heures semaine au Parlement. Alors, on m'a pas beaucoup vu là, dans les soirées un peu plus arrosées ou ma vie sociale en a pris un peu pour son rhume. Puis j'étais très compétitif. Je voulais avoir des bons résultats. Pour moi, c'était très important. Puis, vous savez, à la fac de droit, des fois, hein, on se met beaucoup de pression sur les épaules. Maintenant que je regarde ça en rétrospective, je me dis que je m'en mettais bien trop. Mais ça c'est un autre sujet. Maintenant, ce que je sais assurément, c'est que j'ai travaillé très fort à l'université, de sorte que j'ai fait ma 3e année de bac en France. En fait, c'est un contrat de 2 ans, j'avais au Sénat. Alors, j'ai fait mon contrat de 2 ans, puis ma 3e année de bac, j'avais demandé la permission au doyen à l'époque si je pouvais appliquer sur une bourse qui s'appelait la bourse Cursus pour la mobilité des étudiants internationaux. Puis le doyen m'avait répondu, M. Cloutier, l'Université d'Ottawa ne l'a jamais eu, cette bourse-là, fait que ça ne donne rien d'appliquer. Puis j'y avais répondu, ben écoutez, comme on ne l'a jamais eu, je peux bien appliquer. Puis si je l'ai, on négociera à ce moment-là. Puis le hasard de la vie a fait qu'effectivement, j'ai eu la bourse. Donc, je suis parti une année complète. Je comprends pourquoi ils ne permettaient pas aux étudiants de droit de partir 1 an, parce que quand je suis revenu faire mon barreau, cours de procédure civile, je ne l'avais jamais fait. Puis il y avait 2-3 cours que je n'avais jamais fait. De sorte que j'ai appris sur le tas là, au barreau. Fait que j'ai complété mon barreau du Québec lorsque je suis revenu de France. Et de fil en aiguille, bon, mais vous savez un peu comment ça marche. Là. Il y a la course au stage puis tous ces trucs-là. Mais moi, à l'époque, je me trouvais bien trop jeune pour devenir avocat. Là. Fait que là, je me suis dit, la meilleure chose, c'est de faire une maîtrise. Alors, je me suis inscrit à la maîtrise en droit constitutionnel à l'Université de Montréal. Et puis, de fil en aiguille, j'ai appliqué pour faire mon stage à la Cour suprême avec le juge Charles Gontier. Et puis, le juge Gontier, à l'époque, pour moi, c'était vraiment une personnalité que j'appréciais. Pas que j'appréciais, mais que j'admirais beaucoup. Alors, j'ai été 1 année à la Cour suprême avec le juge Gontier, une de mes plus belles expériences professionnelles à vie, même encore aujourd'hui. Peut-être la plus belle expérience professionnelle à vie, en fait, que j'ai eue. Ça a été vraiment extraordinairement formateur. De sorte que, après être passé à la Cour suprême, j'ai appliqué pour des programmes en droit à l'Université de Cambridge. J'avais appliqué aussi ailleurs, là, aux États-Unis. Je me doutais bien que je serais admis, mais ce qui était compliqué pour moi, c'est que je devais être boursier puisque je n'avais pas le 80 000 $ nécessaire pour aller étudier à Londres. Alors, j'ai appliqué sur à peu près toutes les bourses possibles et inimaginables. Et puis, j'ai été chanceux. Finalement, j'ai eu 3 bourses d'admission là-bas, ce qui m'a permis de défrayer la totalité de mes frais. Et là, je réalisais, dans le fond, un rêve d'enfance d'aller étudier en Angleterre. Et puis, j'ai eu une année tout à fait extraordinaire là-bas. J'ai profondément aimé ça. J'ai connu des gens fantastiques qui sont d'ailleurs encore des amis aujourd'hui. Et quand je suis revenu, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Je me disais, bon, tiens, je vais devenir prof d'université. C'est pas si pire que ça. Finalement, je me suis inscrit au doctorat. Je pensais bien que j'allais être prof. C'était vraiment la voie. Puis, j'ai croisé la route d'un gars qui s'appelle Stéphane Tremblay qui me dit, hey, Alexandre, t'es au doctorat, toi, t'as du temps. Fait que tu pourrais venir t'impliquer en politique. On cherche un député dans le Lac-Saint-Jean. C'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis impliqué au parti, puis j'ai décidé de me présenter aux élections. Puis finalement, à 29 ans, je devenais député à l'Assemblée nationale du Québec. Alors là, je vous ai défilé ça là, en temps record. Je ne sais pas si ça répond à vos attentes, messieurs, mais je peux ajouter, bonifier, enlever si vous voulez. Absolument. C'est un parcours incroyable. Et j'avais une question pour vous, Maître Cloutier. Comment est-ce que vos études vous ont préparé à ce parcours politique? Pouvez-vous nous en parler? En fait, oui. Les études, pour moi, ça a été ma carte pour me distinguer, je dirais, en politique, parce que, veux pas, si tu veux exister politiquement, idéalement, il faut que tu aies quelque chose à apporter. Il y en a qui apportent un bagage d'expérience extraordinaire. J'avais des collègues fantastiques à l'époque, quand j'avais des Pierre Curzi assis à côté de moi, qui avaient une carrière dans le cinéma et dans le théâtre vraiment importante. Il y avait des gars comme Bernard Drinville, qui était déjà très connu à l'époque, qui avait été animateur à la télé.
J'avais des collègues comme François Legault, moi, quand je suis arrivé, hein, François qui était quand même un millionnaire qui avait réussi en affaires. Tout ça pour dire que, idéalement, quand tu arrives en politique, tu as un bagage. Et ce qui n'était pas nécessairement mon cas, parce que j'arrivais à 29 ans, puis du haut de mes 29 ans, ben, j'avais l'expérience de mes 29 ans. Et c'était essentiellement une expérience qui était académique. Mais heureusement que j'avais ce bagage académique parce que ça m'a donné des outils pour apporter des connaissances peut-être un petit peu plus techniques qui parfois étaient nécessaires dans des débats complexes. Je me souviens, dès que je suis arrivé, j'ai eu à m'impliquer, par exemple, sur un projet de Constitution du Québec, à l'époque qui était porté par mon collègue et ami, Daniel Turp. On a travaillé sur des projets de loi là, qui concernaient soit les droits fondamentaux, les valeurs, etc., qui nécessitaient une compréhension un peu plus fine du droit, puis un peu plus fine du droit constitutionnel. Mais quand tu as ces outils-là, ben, ça te permet d'avoir un apport à la conversation. Puis veux pas, à l'Assemblée nationale, on est d'abord et avant tout des législateurs. Alors, c'est évident, ça va de soi qu'une formation juridique, ça l'aide profondément, mais la combinaison de politique juridique, elle est extraordinaire parce que le droit, le problème des juristes, c'est qu'on a tendance à être trop assis sur le droit. On a l'impression que le droit mène tout. Alors qu'en réalité, quand on fait de la politique, on se rend compte que la composante juridique, c'est une composante parmi tant d'autres. Après, tu as le réalisme de l'application des politiques, tu as tous les enjeux matériels, opérationnels, etc. Ça, c'est ce qu'on a tendance à oublier en droit, c'est que des fois, on a une approche trop juridique, justement. Alors, le mélange politique-juridique, ben, ça l'aide des fois à se rappeler que le droit est un outil, certes, mais qu'il y a d'autres composantes que celle du juridique. Oui, puis j'imagine que ce bagage droit et politique qui a été acquis pendant ces années-là a aussi été utile au moment où vous êtes devenu justement le président de cette commission, appelons-la la commission Cloutier de son petit nom, parce que on comprend que le sujet de la liberté académique, c'est un sujet très politique parce qu'il y a des débats. En même temps, ça peut être aussi juridique. Il y a certainement un angle juridique. Déjà, le mot liberté nous l'indique bien. Mais peut-être avant d'aller dans le cœur de votre rapport, justement, sur cette question-là de la liberté académique, le concept même pourrait facilement faire l'objet d'une discussion. Mais avant ça, peut-être juste nous rappeler pour les auditeurs qui l'auraient oublié, c'est quoi le contexte dans la société québécoise qui a mené le gouvernement à créer cette commission et ensuite à vous confier la présidence de cette commission, non pas comité, mais plutôt commission, dite commission Cloutier? Bien, il y a un contexte québécois, mais je dirais même qu'il y a un contexte international. Hein. Partout, dans le fond, dans l'Occident, on se questionne à savoir quelles sont les limites de la liberté universitaire et qu'est-ce qui devrait être enseigné ou non. Est-ce qu'on devrait tolérer ou pas de la censure? Est-ce que lorsqu'on reçoit des invités, on devrait accepter tous les invités? Est-ce que tous les propos se valent? Est-ce que la recherche, par exemple, doit être faite en liberté absolue? Est-ce qu'il y a des limites à ces recherches-là? Qu'en est-il du financement des universités, des liens avec l'entreprise privée? Ce sont tous des sujets qui émergent et qui sont extraordinairement d'actualité. Au moment où on se parle, le Royaume-Uni étudie un projet de loi sur la liberté universitaire. Ils sont en train d'adopter là-bas un espèce de champion de la liberté académique. Du côté de l'Australie, ils viennent tout juste d'adopter un code sur la liberté universitaire. Du côté américain, ça explose, là, pas nécessairement dans le bon sens à mon point de vue, là, mais on voit toutes sortes d'initiatives qui ne sont pas toujours très heureuses, qui visent parfois à l'inverse de la liberté universitaire, c'est-à-dire d'interdire ou d'empêcher certaines conversations qui ont cours pour certains thèmes. Tout ça pour dire que le Québec n'est pas exempt de cette réalité-là, ni l'Ontario, et vous n'êtes pas sans savoir que ça a d'abord émergé du côté ontarien à l'Université d'Ottawa avec l'affaire Lieutenant Duval, avec le fameux mot en haine qui a été utilisé dans le cadre d'un cours. Et ça en est suivi là, un psychodrame, parce que c'est vraiment ça qui s'est produit, des menaces que Mme Duval a subies, des mesures disciplinaires aussi qui ont été prises à son égard. Et là, on s'est questionné de savoir, mais est-ce qu'il y a des mots finalement qui sont interdits dans une démarche universitaire? Et là, en creusant un peu, il y a évidemment ce cas-là, l'affaire Lieutenant Duval, qui a pris peut-être un peu plus de place. Mais il y a eu d'autres cas, comme vous le savez, du côté de Concordia, par exemple, à l'UQAM, qui ont émergé. Et devant ces situations-là, le gouvernement du Québec s'est dit, on ne peut pas rester les deux bras croisés. Visiblement, les gens ne savaient pas trop quoi répondre.
Puis, lorsqu'on se tournait vers le politique pour leur demander, ben, allez-vous réagir ou allez-vous légiférer ou encadrer ou promouvoir la liberté universitaire, ben, on se rendait compte que finalement, personne ne savait vraiment ce que ça voulait dire, la liberté universitaire, puis qu'il y avait peut-être de la confusion sur la signification, les limites, la compréhension commune. Et c'est dans cette logique-là qu'ils ont d'abord lancé un comité d'experts qui s'est transformé en commission sur la liberté universitaire. Parlant de signification, Maître Cloutier, pour vous, ou selon le rapport, en effet, qu'est-ce que la liberté académique en milieu universitaire? C'est quoi sa définition? On ne peut pas comprendre la liberté universitaire si on ne comprend pas d'abord la mission de l'université. La liberté universitaire, elle est intrinsèquement liée à la mission universitaire. Puis ces deux concepts-là viennent ensemble. Puis si on ne sait pas à quoi ça sert une université, ben on ne peut pas comprendre c'est quoi la mission de l'université. Puisque je parle à des juristes, en droit, on a le principe de l'inamovibilité des juges. Hein? Pourquoi qu'on a ça? Ben, parce que c'est une caractéristique qui est fondamentale pour pas qu'un politique, quand il n'est pas d'accord avec un juge, le fasse lever, entre guillemets. À l'Assemblée nationale, les députés ont ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Hein? Ils ne peuvent pas être poursuivis pour les propos qui sont tenus à l'Assemblée nationale, pour les protéger pour s'assurer, dans le fond, qu'il y a un libre discours et qu'il y a un débat plus ouvert en lien avec la démocratie. Le milieu universitaire a ses propres codes et ses propres règles, et parmi les règles, c'est cette reconnaissance de la liberté universitaire. La liberté universitaire, elle sert justement aux professeurs de pouvoir exercer pleinement la liberté de pouvoir voir, revoir, tourner, analyser chacun des aspects d'un sujet sans contrainte. Alors, essentiellement, pour prendre la définition courte, la liberté universitaire, c'est le droit d'enseigner, de faire de la recherche sans contrainte. Bon, évidemment, il y en existe des contraintes, là, ce n'est pas un droit absolu. Et ce droit-là doit s'exercer pour atteindre la mission de l'université. Et il est là le lien qui doit être fait. La limite, dans le fond, à la liberté universitaire, c'est lorsqu'on s'écarte de la mission de l'université et qu'on veut atteindre d'autres fins que celle de la recherche de la vérité ou la contribution à la connaissance. Et c'est là qu'on sort du contexte de la liberté universitaire. Mais essentiellement, la liberté universitaire, ce sont les professeurs, les chargés de cours, ceux qui exercent les fonctions d'enseignement de recherche, qui en sont les bénéficiaires. Les gens nous demandent, oui, mais les étudiants aussi ont la liberté universitaire. Puis là, il y a confusion. Nous, on est d'avis, dans le cadre de nos travaux, que les étudiants ne bénéficient pas de la liberté universitaire. Évidemment, les étudiants de doctorat, les étudiants qui sont en position d'enseignement en bénéficient, mais les étudiants de premier cycle, essentiellement, ce n'est pas de la liberté universitaire, c'est de la liberté d'apprendre. Ce que ça veut dire, ça veut dire qu'ils ont le droit de poser des questions, ils ont le droit d'avoir accès à une formation de qualité, ils ont le droit de questionner la qualité de l'enseignement qui est offerte, ils ont le droit de remettre des choses en question, ils ont le droit de s'opposer aussi. Mais ce n'est pas de la liberté universitaire comme telle, c'est ce droit de participer et d'avoir accès à une formation de qualité. Parce que la liberté universitaire amène aussi des conséquences, à la fois pour le professeur en question, mais aussi pour l'administration. Parce que dans l'exercice de la liberté universitaire, on reconnaît cette obligation de prendre fait et cause pour la défense de la liberté universitaire par l'administration, par exemple. OK, je comprends. Ça, c'est un point intéressant. Alors, est-ce que c'est juste de dire que la portée de la liberté académique va changer selon son milieu ou sa composante de la notion de l'université? Par exemple, une salle de cours ou lorsqu'un invité va se présenter à l'université pour faire un speech ou lorsqu'il y a une composante de recherche qui est restreinte vraiment dans les publications. Est-ce que c'est le cas? Bien, dès qu'on est dans un objectif d'atteindre la mission de l'université, on est dans l'exercice de la liberté universitaire. Mais par contre, il y a l'exemple que vous donnez, par exemple, d'un invité, ça dépend quel invité. Mettons l'association étudiante, je ne sais pas moi, qui fait venir, un invité qui volontairement est là pour susciter la controverse. Ben, c'est clairement pas de la liberté universitaire. On est à ce moment-là dans la liberté d'expression, ce qui est autre chose. Cette liberté d'expression, elle est tout à fait valable. Les gens ont le droit de déblatérer autant qu'ils veulent. Mais dans la liberté universitaire, on reconnaît aussi une démarche scientifique.
c'est-à-dire une démarche dans laquelle il y a la rigueur qu'on s'attend du corps professoral, une recherche ou une mise en œuvre de cette connaissance-là qui soit à la hauteur hein, du corps professoral. Et évidemment, tout ce qui va sortir dès qu'on tombe dans l'opinion ou dès qu'on tombe dans je sais pas moi, essayer de convaincre ou dans le discours, ben à ce moment-là, on tombe dans la liberté d'expression. Donc, cette démarche-là, elle nous sert aussi à qualifier s'il s'agit ou non de liberté universitaire parce qu'on va s'attendre des professeurs que cette démarche-là soit de nature scientifique. Alors, c'est pour ça qu'on dit, par exemple, qu'un prof qui décide de déblatérer dans un cours puis se mettre à, je sais pas moi, soit insulter ou soit essayer de convaincre de voter, par exemple, à la prochaine élection provinciale pour un parti versus tel autre, ça n'a absolument rien à voir avec la liberté universitaire. Ce n'est pas de la liberté universitaire, c'est de la liberté d'expression. Mais lorsqu'on agit de la sorte, ben, ça vient aussi avec des conséquences. Et là, on s'expose à ce moment-là à une critique parce que le professeur n'agit plus dans le cadre des fonctions pour lesquelles, dans les attendus, dans le fond, de ce qui est prévu pour ces enseignements. Ça, c'est intéressant. J'aurais une question de suivi sur cela. Est-ce que ça veut dire, concernant la liberté académique, que la personne qui s'exprime à l'intérieur de ce milieu-là doit se présenter selon son expertise? Essentiellement, nous, on dit effectivement que c'est essentiellement un enjeu d'expertise. On ne dit pas que ce n'est que l'expertise. Savez-vous pourquoi? Parce que ça devient un peu complexe. On ne peut pas limiter ça à l'expertise trop restrictive. Je vais vous donner un exemple très terre-à-terre. Si on prend un gars comme Guy Rocher, Guy Rocher est associé à un centre de recherche en droit à l'Université de Montréal, mais est aussi un grand sociologue. Alors, lorsque Guy Rocher fait ses travaux au centre de recherche à l'Université de Montréal, il n'y a personne qui pense que Guy Rocher n'exerce pas sa liberté universitaire. Ce que j'essaie de dire, c'est que la démarche devient à ce moment-là très importante. La façon dont on a construit l'argumentaire, elle doit être à la hauteur, avec rigueur, à la hauteur du milieu universitaire. C'est pour ça que nous, on dit essentiellement, bien sûr, que le critère d'expertise est fondamental. Mais maintenant, ça peut aller un peu au-delà de ça parce qu'il y a des professeurs qui développent une multiple expertise. Si je prenais notre professeur, notre distingué professeur Rousseau, c'est un bel exemple d'un professeur qui, sans doute, a développé plusieurs compétences. Et je suis persuadé là, que l'expertise, elle comporte plusieurs facettes. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on fait l'analyse de la liberté universitaire sous l'angle de l'expertise, il faut faire attention de ne pas être trop restrictif. Très intéressant. Je pense que c'est absolument essentiel de poser ces concepts-là, la distinction liberté universitaire, liberté d'expression, pour avoir déjà participé moi-même à des discussions dans le contexte universitaire. Évidemment, on se pose ces questions-là et c'est pas toujours clair, cette distinction-là. Et franchement, votre rapport et aujourd'hui, vos propos apportent vraiment un certain nombre de précisions qui sont vraiment les bienvenues. Mais il y a plus que ça dans le rapport. Hein. Pour ceux qui l'ont lu, il y a ce côté un peu plus théorique, qui, comme je dis, est absolument essentiel, mais il y a aussi un côté un peu plus, même beaucoup plus empirique. C'est-à-dire que vous avez procédé, dans le cadre des travaux de la commission, à un sondage auprès, si je ne me trompe pas, des membres du corps enseignant de manière générale, professeurs chargés de cours, aussi possiblement des étudiants. J'aimerais vous entendre un petit peu sur ce sondage et ses résultats. Oui, avec plaisir. Peut-être avant de vous donner le détail de ça, je pense que vos auditeurs vont sûrement s'intéresser particulièrement au chapitre 2 parce que le chapitre 2, c'est le volet très juridique, en fait, du rapport. C'est à ce chapitre-là qu'on apporte les distinctions, justement, entre la liberté d'expression et la liberté universitaire et qu'on pose les concepts à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême. On détaille plusieurs jugements, là, l'affaire Watcott, l'affaire Ward, l'affaire Calego de la Cour d'appel du Québec. Je pense que pour vos auditeurs, ça risque de particulièrement les intéresser. Ceci étant, maintenant, vous avez raison, dans la démarche là, de la commission, une des étapes qu'on voulait, en fait, qui était un incontournable, c'était d'abord de se tourner vers les intervenants, les profs et chargés de cours, pour leur demander leur compréhension de la liberté universitaire et de se tourner aussi vers les étudiants. Les profs, ça a été compliqué, puis pas, parce que, dans le fond, on a pris la décision de se tourner vers tous les profs du Québec. Alors, tous les professeurs ont reçu une invitation à remplir le formulaire.
dans lequel on leur demandait là, une série de questions. Et aux enseignants, pas aux enseignants, pardon, aux étudiants, on a dû procéder par sondage. Et ce sondage-là, on s'est basé là, à partir des chiffres, pas les chiffres, mais de la banque de données là, de la firme Léger. Pour les professeurs d'université, on leur a soumis là, une banque de questions qui essentiellement tournait autour de 2 ou 3 thèmes. Là. Le premier, c'était la connaissance de la liberté universitaire, parce que les professeurs trouvaient qu'il y avait suffisamment d'informations, qu'ils étaient bien outillés pour bien comprendre c'était quoi la liberté universitaire. Le deuxième, c'était lié davantage à la censure et leur expérience personnelle avec la liberté universitaire. Puis on leur demandait aussi de compléter le questionnaire avec tout autre commentaire là, qui jugeait pertinent. Et du côté étudiant, bien, essentiellement, là, ce sont la même formulation qu'on a retrouvée, mais focusée là, sur 1000 personnes pour éventuellement là, extrapoler de ce sondage-là des tendances. Parce qu'essentiellement, c'est ce que c'est. Ce sont des tendances qu'on a repris. Et ce qui sort, et ce qui est le plus frappant, je dirais, ou qui a occupé davantage d'espace dans les médias, c'est vraiment la censure et c'est sur l'utilisation de certains mots. Lorsqu'on a demandé aux professeurs, par exemple, s'il y a des mots qu'ils n'utilisaient pas, donc qui s'auto-censuraient, la réponse à cette question-là, elle a été fortement positive. C'est-à-dire qu'il y a 60% des professeurs qui nous ont dit qu'il y a certains mots là, qu'ils n'utilisaient pas. Et en ce qui a trait à certains sujets de recherche, c'est la même chose. Le pourcentage est quand même assez élevé. Là, c'était à hauteur de 20% qui se disaient s'être déjà auto-censurés juste pour aborder certains sujets de recherche parce que j'imagine qu'ils trouvaient ça trop complexe. Et en ce qui a trait à l'enseignement de certains sujets, là, c'était à la hauteur de 35% des professeurs qui nous disaient qu'il y avait certains sujets aussi là, qui préféraient juste s'abstenir d'enseigner, probablement sans doute parce qu'ils trouvaient ça trop délicat ou trop risqué. Alors, évidemment, c'est pas ce que... Oui, allez-y. Oui, j'allais dire, c'est un peu à la lumière des résultats de ce sondage-là, on comprend que vous avez proposé cette fameuse loi, j'allais dire peut-être loi cadre, c'est comme ça que je la comprends, que l'Assemblée nationale devrait adopter pour mieux protéger cette liberté universitaire. Est-ce que je fais bien de faire ce lien entre les résultats du sondage et votre recommandation? Oui, puis non. Parce que je pense que le plus fondamental à mes yeux, à moi, c'était de définir c'était quoi la liberté universitaire. Et vous l'avez dit dans vos commentaires précédents, là, on a souvent des discussions sur la distinction entre la liberté d'expression versus la liberté universitaire. Puis honnêtement, tant et aussi longtemps qu'on ne saura pas ce que c'est la liberté universitaire, on a beau... chacun y va de sa propre conception et chacun y va de sa propre interprétation. Ça, à mon avis, c'était le principal problème. Puis l'autre problème qui est encore plus important, à mon avis, ce qu'on a constaté, c'est lorsqu'il arrivait un litige en lien avec la liberté universitaire, alors là, on tombait dans la géométrie variable quant à l'application de la défense de la liberté universitaire. Certains nous disaient, mais inquiétez-vous pas, c'est déjà prévu dans les conventions collectives des professeurs, la défense de la liberté universitaire. Mais M. Rousseau, vous savez pertinemment que pour engager, pour mettre en œuvre une convention collective, encore faut-il qu'il y ait un geste de l'employeur. Si l'employeur n'a rien fait, ben la convention collective, elle sert de guide, ni plus ni moins, elle n'a pas la force comme telle. Alors, comme vous le savez, souvent, c'est les conflits émergents avec les étudiants et non pas avec l'employeur. Alors là, tout l'enjeu de l'application de la convention collective. Et là, c'est lorsqu'il y a des conventions collectives, parce que ce que le monde a oublié, c'est qu'il n'y a pas de convention collective à l'Université McGill, il n'y en a pas au HEC à Montréal. Et il y a certains corps professoraux qui n'ont pas de convention collective. À Sherbrooke, là, il y en a quelques-uns de vos collègues qui ne sont pas prévus par des conventions collectives, donc qui ne bénéficient pas de ces protections en lien avec la liberté universitaire. Donc, la mécanique de l'arbitrage de grief, ben là, c'est limites, premier élément. Puis deuxième élément, dans ces limites-là de l'arbitrage, encore faut-il qu'il y avait un acte de l'employeur, puis c'était uniquement un cas où il y avait des conventions collectives. Donc, la loi, elle vient faire en sorte que la liberté universitaire va s'appliquer à tous les profs avec une seule définition pour l'ensemble des universités du Québec. Parce que sinon, ben, c'est comme je vous dis, c'est vraiment géométrie variable. Puis l'autre chose majeure qu'on propose dans la loi, c'est la création d'un comité pour traiter des litiges. Le comité, c'est lui qui va entendre à l'intérieur des universités. Chaque université va se doter d'un comité, puis c'est ce comité-là qui va recevoir les plaintes en lien
la liberté universitaire. Et c'est lui qui aura à faire des recommandations, soit au vice-recteur responsable, ou enfin auprès de la personne qui sera responsable de la politique. Mais c'est ça pour moi qui est le cœur du projet de loi. C'est une définition qui est commune. En passant, la définition que nous, on propose dans notre rapport, elle est calquée sur celle de l'UNESCO. Là. Elle est à quelques virgules près l'équivalent. Pourquoi on a pris celle de l'UNESCO? Parce qu'à nos yeux, à nous, c'était celle qui était la plus consensuelle et qui avait une adhésion la plus large. Et donc, c'est à partir de cette définition-là qu'on a proposé au gouvernement du Québec une définition. Puis ensuite, comme je vous dis, l'adoption d'un comité au sein de chacune des universités. Puis l'autre élément qu'on retrouve dans la loi, c'est on demande aux universités d'adopter une politique en lien avec la liberté universitaire pour soutenir la communauté universitaire dans la compréhension de ce que c'est la liberté universitaire, mais aussi il y a tous les outils pédagogiques. Il y a beaucoup de profs qui nous ont dit, nous, on est prêt à enseigner n'importe quoi, mais encore faut-il être bien accompagné, puis comprendre, être outillé, puis avoir de l'aide d'un point de vue pédagogique. Alors, dans la politique, par exemple, on suggère aux universités de bien faire connaître, de rendre accessibles les outils qui sont disponibles pour être accompagnés d'un point de vue académique. Alors, notre projet de loi, là, il y a plusieurs facettes. Pas notre projet de loi, je devrais plutôt dire nos recommandations, qui, on espère, vont se traduire par un projet de loi. Mais c'est ça. On sent que le législateur n'est pas très loin, là. C'est quasiment l'ancien ministre qui parle. Voilà. Ça, c'est intéressant avec l'affaire du comité, parce que dans le rapport, en fait, la commission exprime que l'autonomie universitaire, c'est une condition essentielle à l'accomplissement de la mission de l'université. En même temps, au début de l'entrevue, vous avez dit que l'autonomie universitaire, c'est relié avec la liberté académique. Mais en même temps, il y a comme un comité qui prévoit aussi une espèce de sanction qui est là, imposée par le gouvernement. Alors, je vous demande cette question. Comment est-ce que la régulation gouvernementale peut être quand même compatible avec la notion de l'autonomie universitaire? D'abord, je vais vous corriger un petit peu, par exemple, sur... il n'y a pas de sanction gouvernementale par rapport au comité. Le comité fait des recommandations aux responsables de la politique. Et c'est ensuite ce responsable de la politique qui, lui, une fois qu'il aurait reçu les conclusions du comité, aurait à décider des suites à donner à ce rapport. Alors, parfois, j'imagine que ça pourrait être des sanctions si on est en violation de la liberté universitaire, j'imagine, mais ça peut aussi être des recommandations, ça peut être une rencontre informelle, il y a toutes sortes d'outils. Mais c'est important de rappeler que c'est pleinement dans l'autonomie des universités. Et le gouvernement n'a absolument rien à voir là-dedans. Le gouvernement ne décidera pas de la composition du comité ni des cas qui seront soumis à ces comités-là à l'intérieur de chacune des universités. Le comité est indépendant, va remettre son rapport, j'imagine, aux vice-recteurs concernés. Okay. Et là, ils prendront leur décision pour la mise en œuvre. Là où il y a un enjeu par rapport à l'autonomie, c'est l'intervention de l'État dans les enjeux universitaires. C'est là-dessus que des gens ont levé la main et ont dit « Oh mon Dieu, vous êtes en contradiction. » D'un bord, vous dites ça prend l'autonomie des universités. Puis de l'autre côté, vous dites ça prend une intervention de l'État québécois. La raison pour laquelle il n'y en a pas, à notre point de vue, de confusion, lorsqu'on dit que l'autonomie universitaire est une condition de base, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune intervention de l'État au sein des universités. D'abord, les universités sont financées par tous les Québécois. Déjà en partant, c'est quand même pas rien. L'argent arrive des contribuables québécois, premier élément. Ensuite, les lois québécoises sont applicables aux universités. Le Code civil du Québec s'applique à l'Université de Sherbrooke. Le Code du travail s'applique à l'Université de Sherbrooke. La Charte québécoise des droits et libertés s'applique à l'université. Les redditions de comptes qui sont déjà prévues par le gouvernement du Québec, elles s'appliquent à l'université. Alors, on n'est pas dans un univers où l'université est complètement indépendante du gouvernement et elle a ses propres entrées de fonds, elle décide elle-même de tout ce qu'elle fait avec. Bien sûr que non. Et ça, ce dialogue-là entre autonomie universitaire et responsabilité gouvernementale, elle est très bien documentée dans le rapport parent. Et c'est fascinant dans le rapport parent. Déjà, à l'époque, on dit qu'il y aura toujours une tension normale
entre les administrateurs des universités et le gouvernement du Québec. Parce que le gouvernement, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les universités se développent au Québec. Il donne des orientations, et c'est normal qu'il s'implique et qu'il y ait une certaine forme de reddition de comptes. Puis il veut aussi s'assurer que l'argent est sainement dépensé. Alors, lorsqu'on revient à l'enjeu de la liberté universitaire, nous, ce qu'on propose, c'est pas que le gouvernement du Québec vienne restreindre la liberté universitaire. C'est pas non plus qu'il vienne l'encadrer. C'est qu'il vienne la promouvoir, qu'il vienne écrire dans une loi la définition et qu'il demande aux universités de s'en occuper en se dotant d'un comité qui éventuellement va recevoir les plaintes. Je rappelle que chaque comité va être décidé par les universités. Le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. Et ensuite, les règles de procédure, les règles applicables vont être entièrement décidées par les universités, ainsi que les suites qui seront données à ce comité-là. Par exemple, si on prenait l'Université de Sherbrooke, on pourrait facilement imaginer un comité, je ne sais pas, moi, de 5 personnes qui est représentatif des départements, des facultés, etc., et qui éventuellement se réunirait sur une base régulière pour entendre des problématiques en lien avec la liberté universitaire. C'est un peu ce modèle-là. Là, je dis Sherbrooke parce que je parle à des gens de l'Université de Sherbrooke, mais c'est un peu ce modèle-là qui pourrait être applicable dans chacune des universités du Québec. Ça, c'est intéressant. Et donc, pour faire un suivi sur ce comité-là, vu que la discipline est très reliée à l'expertise et comme vous dites qu'il y a une certaine corrélation entre cette expertise-là et le resserrement de la liberté académique, est-ce que le comité devrait prévoir un représentatif de chaque discipline de l'université pour s'assurer que c'est cette vision-là qui est adoptée nécessairement ou c'est plus universel au sens large? En fait, à notre point de vue, il y a une décision assez internationale de ce que c'est la liberté universitaire. Puis je ne pense pas qu'il doit y avoir une interprétation qui soit différente d'une université à l'autre. Évidemment, dans la mise en œuvre, on peut comprendre qu'il y aura des cas qui sont délicats, c'est-à-dire des cas qui sont un peu dans les zones grises. Hein? Puis là, on fait confiance aux gens, au discernement de tous et chacun. C'est le droit. Hein? Le droit, là, ceux qui pensent que c'est noir et blanc, c'est pas tout à fait comme ça que les choses fonctionnent. Il y a souvent des zones grises et c'est là qu'on a besoin justement des juges pour faire les distinctions nécessaires puis orienter les tribunaux et les contribuables. Mais c'est un peu le même principe hein, dans ce comité-là. Nous, on a fait de notre mieux pour définir les concepts puis aider éventuellement les administrations à prendre des décisions. Mais ultimement, il faut quand même accepter qu'il restera sans doute des zones grises. Et ces deux zones grises-là seront débattues en comité et il y aura des recommandations qui sont faites au vice-recteur. Maintenant, en ce qui a trait à la composition du comité, comme je le disais, nous, on était d'avis que ce sont chacune des universités qui sont les mieux placées pour décider de la composition. J'imagine qu'il y en a qui pourraient avoir 7 représentants, il y en a qui pourraient décider qu'il y en a 5, il y en a qui pourraient décider qu'il y a même un représentant de quelqu'un externe à l'université pour assurer un peu plus d'indépendance. Nous, on n'est pas allé jusque-là. On n'a pas donné de réponse à ces questions-là. On a dit, les universités décideront. De toute façon, les universités sont habituées de créer des comités. Moi-même, j'ai participé à la composition du comité sur celui sur les violences à caractère sexuel. C'est un exemple parmi d'autres. Oui, effectivement. Et ça me fait penser, c'est peut-être la petite minute publicitaire, donc les fameux comités dont vous parliez à l'instant. Je pense que c'était notamment dans le mémoire du syndicat des auxiliaires de recherche et des auxiliaires d'enseignement de l'Université de Sherbrooke qui avait déposé un mémoire à la commission Cloutier et ils sont cités quelque part en note en bas de page. Donc, je tenais à saluer le bon travail de notre syndicat des auxiliaires de recherche. Autre minute publicitaire, dans le sens où, quand vous nous dites il y aura des comités, vous avez parlé tantôt de litige, on comprend que c'est quand même une approche qui est un peu, peut-être, curative. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que s'il y a un problème qui survient, il y a un processus qui est en place qui permettra de traiter le problème de manière à respecter la liberté académique. Mais je me demande s'il manque peut-être au rapport un volet peut-être plus préventif. Et quand je dis minute publicitaire, c'est parce que vous savez que chez nous, on a à la Faculté de droit un programme de prévention et de règlement des différends. Donc, on pense que le droit, oui, ça prend des litiges et il faut les traiter de manière juste, mais autant que possible, il faut les prévenir, ces litiges-là. Et je me demande si c'est pas un peu l'angle mort de votre rapport. Et si je devais faire une image, je vous dirais que c'est comme si la liberté universitaire était une plante. Et là, vous nous dites, il faut l'arroser, il faut qu'elle ait du soleil. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut d'abord et avant tout qu'il y ait un terreau fertile. C'est-à-dire que si on a une université où il y a
presque une uniformité de la pensée. Là, j'exagère, c'est pas ça nulle part, mais si vous avez, parce qu'on sait que la façon que fonctionne l'université, c'est par les pairs. Donc, pour être embauché, il faut que les professeurs décident, une promotion, les professeurs décident, des subventions, c'est les comités avec des experts, des pairs, donc des professeurs. Alors, si quelqu'un dans son domaine n'a pas nécessairement la même approche que la plupart de ses collègues, a une vision un peu différente, c'est pas toujours évident. Donc, je me demande si, en plus de ce que vous prévoyez dans votre rapport, que je trouve plutôt intéressant, est-ce qu'on ne devrait pas aller plus loin pour vraiment créer une culture du débat à l'université, une culture qui favorise la diversité des approches, des opinions, des idées? Est-ce que votre rapport n'aurait pas dû, à cet égard, aller un peu plus loin? Ben, c'est tout à fait juste sur l'importance de promouvoir cette différenciation des opinions et que chaque collègue ne soit pas jugé en fonction des orientations de ses recherches et des thèmes qui sont choisis. Mais Maître Rousseau, je vais vous mettre au défi, par exemple, de vous amener à une section particulière de mon rapport qui concerne le contenu de la politique qui est suggéré aux universités. Vous allez remarquer que là, c'est tout le volet en ce qui a trait à la promotion de la liberté universitaire, la connaissance de la liberté universitaire, ainsi que la prise en charge au sein de chacune des institutions de ce que c'est la liberté universitaire. Un des éléments du sondage qui est clairement ressorti, c'est que les profs nous ont dit, et quand je dis profs, c'est profs et chargés de cours, évidemment, on nous a clairement dit on a besoin d'être mieux outillés pour comprendre ce qu'est la liberté universitaire. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a suggéré à chacune des universités de non seulement se doter d'un comité, qui, vous avez raison, est davantage opérationnel, mais aussi d'une politique qui vise, dans le fond, à s'assurer que tous les picots de la connaissance, de la prévention que vous parliez, qu'il y a des conférences qui soient organisées sur le thème, qu'on distribue aux nouveaux professeurs ce qu'est la liberté universitaire, qu'on explique aux étudiants aussi c'est quoi une université, qu'est-ce que ça veut dire la liberté universitaire pour un prof, quels sont aussi les droits des étudiants en lien avec la liberté universitaire. Et tout ça est prévu dans la politique sur la liberté universitaire. Là. Vous avez le détail là, dans le rapport qui concerne cette section-là. Bien, merci beaucoup pour cette précision. Et si jamais, au sein du programme en droit et politique appliqué de l'État, on retient le sujet de la liberté universitaire pour notre projet de loi, sachez qu'on va vous tenir au courant parce que vous en avez beaucoup à dire. Vous en avez dit beaucoup dans votre rapport avec toute votre équipe, mais on sent que vous en avez encore long à dire. C'est super apprécié. Vraiment, je pense qu'au nom de tout le monde, on voulait vous remercier. Vous avez été généreux de votre temps. Je n'ai pas regardé l'horloge, mais je pense qu'on a dépassé le temps prévu parce que vous avez été très généreux et vraiment, on vous remercie beaucoup. Alors, pour nos auditeurs, vous venez d'écouter Affaires d'État, des collines au tribunal, dis-je. J'espère que vous avez apprécié cet épisode avec Maître Alexandre Cloutier, que nous remercions de nouveau. Je m'appelle Guillaume Rousseau. Je remercie également mon co-animateur Michael Jeshoutek. Merci. Et si vous cherchez plus d'informations sur ce balado ou encore sur le nouveau programme de droit et politique appliqué de l'État, vous pouvez évidemment visiter le site web de l'Université de Sherbrooke. Vous pouvez tout simplement googler le nom du programme et vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Merci.